Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des théories d'apprentissage. J'ai plein de trucs super intéressants à partager avec vous. Au programme, on va découvrir les grandes théories comme la théorie gestaltiste, le constructivisme, le socio-constructivisme et le cognitivisme aussi. Leur utilisation concrète dans l'éducation actuelle et bien sûr on parlera des penseurs clés qui ont marqué ces approches. Si tout ça vous intrigue, restez bien jusqu'à la fin. Allez! Introduction. Au XXe siècle, plusieurs théories de l'apprentissage ont émergé, chacune apportant une perspective unique. Le cognitivisme se concentre sur les processus mentaux comme la mémoire et la perception, tandis que la théorie gestaltiste insiste sur la perception globale et l'intuition. En parallèle, le constructivisme de Piaget met en avant l'idée que l'apprentissage est un processus actif où l'individu construit ses connaissances, et le socio-constructivisme de Vygotsky souligne l'importance des interactions sociales dans ce processus. Ensemble, ces théories montrent que l'apprentissage est dynamique et interactif, influençant profondément l'éducation moderne. Passons maintenant au cognitivisme et à la théorie gestaltiste. Pour le cognitivisme est une théorie de l'apprentissage qui s'intéresse aux processus mentaux tels que la perception, la mémoire et la résolution de problèmes. Contrairement au behaviorisme qui se concentre sur les comportements observables, le cognitivisme se penche sur ce qui se passe dans l'esprit de l'individu lorsqu'il apprend, en comparant parfois l'esprit humain à un ordinateur qui traite, organise et mémoire les informations. La théorie gestaltiste. La théorie gestaltiste, aussi appelée psychologie de la forme, elle s'intéresse à la manière dont nous percevons et comprenons le monde de façon globale. Elle repose sur l'idée que le tout est plus que la somme de ses parties, suggérant que notre cerveau organise les informations en ensemble cohérent grâce à des lois perspectives qui guident notre compréhension. Passons maintenant aux penseurs clés de chaque théorie. Pour les penseurs clés du Gestalt, on trouve premièrement Kafka dans l'application des principes de la Gestalt à l'éducation, mettant en avant l'importance de la compréhension globale pour un apprentissage efficace. Deuxièmement, on a Kohler. On a aussi la recherche sur l'apprentissage par insight, montrant que les animaux résolvent des problèmes intuitivement. Et pour Verdemer, c'est le fondateur alors de la Gestalt et a formulé des lois de perception expliquant comment le cerveau organise l'information visuelle. Alors que pour le cognitivisme, on trouve Piaget, Vygotsky et Jérôme Brunner aussi. Et alors pour Piaget, on a la théorie des stades du développement cognitif où les enfants construisent leurs connaissances par l'expérience. Pour Vygotsky, on trouve le concept de la zone proximale de développement, soulignant l'importance des interactions sociales pour l'apprentissage. Et pour Brunner, on trouve l'apprentissage par découverte et scaffolding, un soutien permettant d'atteindre des niveaux d'apprentissage supérieurs. Il y a aussi les applications dans l'éducation actuelle. Pour le cognitivisme, dans l'éducation actuelle, les principes du cognitivisme se traduisent par des méthodes structurées comme l'utilisation de cartes conceptuelles ou de plans de cours progressifs pour aider les élèves à organiser leurs connaissances de manière logique. Le modèle de classe inversé est également une application clé, où les élèves découvrent des concepts à la maison et les appliquent en classe à travers des exercices pratiques en encourageant un apprentissage actif. De plus, des outils numériques comme Kaggle ou Quizlet renforcent la mémoire des élèves à travers la répétition espacée. Ainsi, pour la théorie gestaltiste,
Des approches comme l'apprentissage des projets, à l'image de la méthode Montessori, favorisent une compréhension globale des sujets en encourageant l'intégration de différentes disciplines. La résolution de problèmes ouverts dans des domaines comme les mathématiques ou les sciences permet aux élèves de faire des liens pour comprendre un problème dans son ensemble. Enfin, l'éducation artistique, qu'il s'agisse de musique, de dessin ou d'autres formes d'expression créative, met l'accent sur la perception globale et l'encourage à travers la créativité. Il y a également les recherches en éducation qui ont grandement influencé la manière dont nous enseignons aujourd'hui. Parmi ces recherches qui ont influencé l'éducation, on trouve le cognitivisme de Piaget, dont Piaget a démontré que les enfants passent par des étapes de développement cognitif. Par exemple, les enfants plus jeunes ne comprennent pas encore que la quantité d'un liquide reste la même si on change de récipient. Ces découvertes ont conduit à revoir les programmes scolaires pour mieux correspondre aux capacités cognitives des élèves à chaque étape de leur développement. À l'autre côté, on trouve la théorie gestaltiste, dont Kohler a montré que les chimpanzés résolvaient des problèmes en comprenant directement la solution. Sans savoir à essayer plusieurs fois, cette idée suggère alors que dans l'éducation, il est important de proposer des situations où les élèves peuvent saisir la solution d'un coup d'œil avant de la mettre en pratique. De plus, les travaux de Verdemer ont révélé que les informations sont mieux assimilées quand ils sont présentés de façon structurée et visuellement claire, ce qui influence la manière dont le contenu pédagogique est organisé. Dans le constructivisme, Piaget a identifié 4 stades principaux du développement cognitif. Le stade sensorimoteur, le stade préopératoire, le stade des opérations concrètes et le stade des opérations formelles. Le constructivisme de Piaget conçoit l'apprentissage comme une construction active des connaissances plutôt qu'une simple copie de la réalité. Et alors, ce processus repose sur 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'assimilation, où on a l'intégration de nouvelles informations dans des schémas existants. Pour le deuxième mécanisme, c'est l'accommodation, où on a la réorganisation des schémas face à les nouveautés. Dans le socioconstructivisme, on parle des caractéristiques de la théorie de Vygotsky. La première caractéristique, c'est l'interaction sociale contribue fondamental au développement de la cognition et montre l'étendue des développements culturels de l'enfant à 2 reprises. D'abord au niveau social et ensuite au niveau individuel, puisqu'il apparaît d'abord parmi les personnes et ensuite au sein de l'enfant. Pour la deuxième caractéristique, le développement cognitif dépend de la zone de développement proximale et le niveau de développement augmente lorsque les enfants s'engagent dans un comportement social. Et alors, le développement nécessite une interaction sociale complète et le degré de compétence augmente avec les conseils d'un adulte ou la coopération de pairs plus expérimentés. Pour dépasser cela, qui peut être accompli individuellement. Et alors cela aide également à purifier la pensée ou la performance pour la rendre plus efficace. La conscience n'existe pas dans le cerveau, mais dans la pratique quotidienne. Conclusion. En résumé, le cognitivisme, la théorie gestaltiste, le constructivisme et le socioconstructivisme apportent des approches complémentaires qui enrichissent l'éducation d'aujourd'hui. Chacune, à sa manière, met l'accent sur des aspects clés de l'apprentissage. Le traitement de l'information, la compréhension globale, la construction active des savoirs et l'importance des interactions sociales. Ensemble, elle encourage des méthodes pédagogiques plus humaines, participatives et adaptées aux besoins des élèves, tout en préparant ces derniers à évoluer dans un monde complexe et en constante mutation. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.